Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h et dorénavant en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, on a choisi d'aborder un thème difficile, celui du nucléaire militaire et de son imbrication avec le nucléaire civil. Pour en parler avec nous, notre invité est Jean-Marie Matagne, professeur de philosophie à la retraite. En 1991, il soutient une thèse de doctorat d'État de philosophie intitulée « Le pouvoir et la puissance, enquête sur l'idéologie et la pratique des rapports de puissance ». C'est un sujet qui nous interpelle tout particulièrement ici dans cette émission depuis 2 ans. En 1996, il fonde une association dont il est le président, la CDN, Action des citoyens pour le désarmement nucléaire. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Isabelle. Tu nous entends bien? Ça fonctionne? Ça dépend. Il y a des moments où je n'entends pas très bien. Il y a des moments où tu n'entends pas très bien. Oui, là, comme actuellement, par exemple. Ah. Bon, mais ça fait rien. On va avancer et s'il y a un problème, tu nous le signales. D'accord. Alors, si tu veux bien, on peut peut-être commencer par un historique du nucléaire militaire et puis des grands événements qui ont marqué cette histoire. Moi, je pense évidemment à Hiroshima, Nagasaki, à la guerre froide, mais aussi à la création peut-être du CEA, Commissariat à l'énergie atomique en France, à la signature du traité de non-prolifération, etc., etc., etc. Alors, je vais te laisser le soin de faire ce difficile travail de synthèse. C'est à toi. Bon, je te remercie. Effectivement, c'est pas très facile de résumer 70 ans du nucléaire militaire. Je dirais brièvement qu'ils ont la découverte du caractère explosif de l'uranium 235. Elle date de 1938-39, charnière des 2 années, et donc un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Très rapidement, les gens ont pris conscience, les initiés, les quelques scientifiques physiciens nucléaires qui s'occupaient de ça dans le monde, ont pris conscience de la dangerosité, du risque que présentait cette capacité de transformation de la matière en énergie et donc une transformation explosive. On peut dire que du côté américain en tout cas, le démarrage véritable a eu lieu le 2 août 1939, lorsque Albert Einstein, sur l'incitation d'un physicien d'origine hongroise, Leo Szilard, qui s'était réfugié aux États-Unis, du fait de l'occupation, de l'hitlérisme, bien sûr. Mm-hmm. Donc Léo Szilard a incité Einstein à écrire à Roosevelt une lettre attirant son attention sur le risque que présentait cette puissance potentielle. Et donc assez rapidement, Roosevelt a décidé la création d'un comité uranium, mais qui était simplement au niveau de la recherche un peu basique, et qui n'était chargé de rien en particulier du point de vue militaire. Et il faut se souvenir qu'à ce moment-là, même après août et même après septembre, l'entrée en guerre de l'Allemagne en Europe, les États-Unis n'étaient pas en guerre avec les Allemands. En fait, le véritable démarrage de la recherche américaine, il date de Pearl Harbor,
Donc décembre 1942, 7 décembre, tout de suite après, là, le président des États-Unis a mis les feux, a fait chauffer la machine, et assez rapidement a été créé ce qu'on appelait le projet Manhattan, c'est-à-dire en fait un département d'ingénierie métallurgique et autres, qui a été chargé sous la responsabilité du colonel devenu général Leslie Groves, qui a été chargé donc de créer la bombe atomique qui finalement sera lancée pour la première fois sur Hiroshima le 6 août 1945. Donc il y a eu une course et on craignait du côté des alliés britanniques, américains, que les Allemands s'emparent de cette arme en premier. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il n'est pas exclu que ce soit effectivement ce qui s'est passé, parce que il y a un bouquin, une étude très sérieuse d'un Allemand qui tente à montrer que la toute première explosion atomique aurait eu lieu chez les Allemands. Mais passons là-dessus. Disons que la véritable expérimentation, elle a eu lieu le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique à Alamogordo. C'était la première fois qu'une bombe atomique explosait, en tout cas d'après ce qu'on sait actuellement. C'était un succès. C'était une bombe au plutonium. C'est important parce qu'il y avait deux possibilités de faire exploser une bombe, c'était soit à l'uranium-235, soit au plutonium. Et l'uranium 235, donc il y avait en fait deux équipes qui parallèlement poursuivaient leurs recherches et qui surtout essayaient d'accumuler du matériau fissile suffisant pour accéder à la masse critique qui provoquait la bombe. Donc cette première bombe d'Alamogordo a été un succès. Enfin, un succès. Oui, un succès scientifique, technique, et tu vas voir que, en réalité, cette opération, enfin, toute histoire est essentiellement d'abord une histoire de recherche scientifique, voilà. Donc, à ce moment-là, le successeur de Roosevelt, c'est-à-dire Truman, Roosevelt étant décédé entre-temps, se trouvait en Europe pour une rencontre des alliés. Et il savait déjà, en fait, le gouvernement américain savait déjà, en fait, depuis 3 jours, c'est-à-dire depuis le 13 juillet 1945, que les Japonais voulaient capituler. Que l'empereur Hirohito souhaitait la capitulation, et il n'y avait que 2 conditions qu'il mettait, c'est que ça se fasse dans l'honneur et que lui-même, Hirohito, reste sur le trône. Ce sont 2 conditions qui étaient remplies effectivement par la suite, après la capitulation du Japon. Mais sur le coup, les Américains n'ont pas voulu accéder à cette demande de négociation que les Japonais avaient fait passer par Staline, aux Américains, et ils ont exigé une capitulation sans condition, ce qui fait qu'il n'y a même pas eu de réponse des Japonais, et ce qui a finalement permis aux Américains, qui ont mis le maximum de vitesse et d'énergie pour créer enfin ces deux bombes qui restaient disponibles, l'une au plutonium, l'autre à l'uranium. Et donc la première a explosé au-dessus d'Hiroshima le 6 août 1945. C'était une bombe à l'uranium qui n'avait jamais été essayée. Donc ce qui veut dire qu'on peut également construire des bombes sans les avoir essayées. Et la seconde, le 9 août, au-dessus de Nagasaki, qui a été lancée dans la précipitation et en dépit d'ailleurs des consignes militaires, puisqu'il devait, l'équipage du bombardier devait lancer à vue cette bombe pour améliorer la pertinence et non pas au radar. Et il l'a fait néanmoins parce que ils ont décidé ça parce qu'il fallait qu'ils larguent absolument cette bombe pour gagner 4 ou 5 tonnes de poids et revenir à leur base à Tinian, ou même pas Tinian parce que c'était déjà trop loin dans le Pacifique. Enfin bref, si on peut dire que les 2 bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, d'une part, n'ont pas réellement mis fin à la guerre japonaise, puisque d'une part les Japonais étaient prêts à capituler et ils étaient effectivement complètement à genoux.
Et d'autre part que la deuxième bombe, celle de Nagasaki, a été larguée par suite de circonstances assez ahurissantes, y compris par exemple le fait que l'un des réservoirs de l'avion ne fonctionnait pas, et donc il y avait 600 gallons d'essence là, qui n'étaient pas utilisables. Il fallait absolument larguer ça. Voilà. C'est donc en fait une poignée d'hommes, 4 ou 5 hommes à bord de l'avion en question, qui ont décidé comme ça, parce qu'en plus ils n'avaient même pas de relation radio avec leur supérieur hiérarchique. Voilà. Donc, Conscient, Oui. Conscient des conséquences ou pas? Ah bah oui, puisque en tout cas le 9 août, ils avaient déjà vu ce qui s'était passé à Hiroshima. C'était pas eux qui étaient dans l'autre, dans l'Enola Gay, mais tout le monde savait maintenant ce que ça donnait comme conséquence, hein, bien sûr. Mais en fait, c'est un enchaînement et surtout le désir de faire une expérimentation in vivo. C'est-à-dire que les villes cibles qui avaient été décidées fin avril par une commission militaire et de quelques politiques, les villes cibles avaient été protégées de tout bombardement par des bombardiers conventionnels, hein, de façon à ce qu'on puisse attribuer exclusivement aux deux bombes les effets destructeurs. Hein. Et puis tout avait été conçu. Il y avait également des avions qui suivaient, qui prenaient des photos, qui prenaient des relevés, etc. Donc c'était une expérience scientifique. Enfin, il y avait divers facteurs qui sont intervenus, si vous voulez, pour lancer cette bombe, mais on peut dire que l'affirmation de la puissance était essentielle dans cette expérimentation, plus que peut-être la volonté de mettre fin à la guerre, même si c'est vrai que cette guerre, il fallait y mettre une fin urgente pour les Américains. Oui. Mm. Alors après, on passe à la guerre froide, qui est en fait une paix froide, non? Oui. Oui. Alors évidemment, Staline, qui avait tout de suite compris l'intérêt de cette bombe, non seulement du point de vue militaire, mais du point de vue politique également, a mis sur sur ce terrain-là Beria, son chef de la police intérieure, et qui a activé tous les réseaux de renseignement, tous les réseaux d'espionnage soviétiques, ce qui fait que en 49, beaucoup plus tôt que ce que les Américains avaient envisagé, l'Union soviétique a fait exploser sa première bombe A. Voilà. Et puis ça a été donc le début d'une course aux armements qui a continué pendant toute la fin de la deuxième moitié du XXe siècle, au point que dans les années 80, il y avait à peu près 70 000 bombes sur le marché, essentiellement donc des États-Unis, de la Russie, enfin de l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la France, la Chine. L'Inde et le Pakistan, Israël, pardon, si je suis l'ordre chronologique, Israël, l'Inde, le Pakistan, et début 2002-2003, la Corée du Nord, se sont rajoutés par la suite. Hein. Tu parles de 70 000 bombes, c'est des bombes de la puissance de l'ordre d'Hiroshima, beaucoup plus. Puisque, la plus grosse bombe ayant explosé, c'était la bombe soviétique intitulée nommée Tsar Bomba. Elle faisait dans les 50 mégatonnes, c'est-à-dire l'équivalent de 50 millions de tonnes de TNT. Alors que la bombe d'Hiroshima faisait 13 kilotonnes, 13 000 tonnes. Donc, tu vois, on passe à l'échelle 1000 fois plus importante. Oui. Quoi. La bombe de Nagasaki faisait environ 20 kilotonnes, 20 000 tonnes d'équivalent TNT. Elle a fait moins de morts que la bombe d'Hiroshima parce que il y avait une question de topographie et puis également le problème du mauvais lancement du fait de la couverture nuageuse, etc. Bref, on a
cessé d'avoir une course à la maximisation des bombes, jusqu'à l'absurde, si on veut. Et puis également, du point de vue numérique, je te dis 70 000 bombes. Actuellement, il y a eu une baisse, une réduction, parce que ça n'avait aucun sens, même d'un point de vue militaire, et ça n'a toujours pas d'ailleurs. Et donc on est à environ 20 000 têtes nucléaires actuellement, et chacune en gros fait 10 fois la puissance d'Hiroshima. Celle d'Hiroshima ayant fait à peu près 200 000 morts, enfin les chiffres sont discutés, mais impossible à établir. Si on dit 200 000 morts, ça veut dire que on peut facilement, avec les bombes existantes actuellement, liquider entre 5 et 10 fois les 7 milliards d'êtres humains qui sont sur la planète. Hein. Et la France en particulier, avec ses 300 têtes nucléaires, qui font entre 7 ou 8 et 22 fois la bombe d'Hiroshima, peut faire à peu près 1 milliard de morts. Hein. Voilà, c'est ce que les stratèges français appellent la stricte suffisance. Bien. Alors, pour parler un petit peu de la France, avant peut-être de revenir à ce qui se passe à l'international aujourd'hui, mais pour parler de la France, et puis peut-être pour revenir un petit peu à ce lien quand même entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire, est-ce qu'on peut parler un petit peu du commissariat à l'énergie atomique là, qui s'est créé, il me semble, en 1945, donc oui. En plein dans l'après Hiroshima ou l'avant Hiroshima, enfin l'après Hiroshima, oui. Et donc le CEA, quel était le but en fait du commissariat à l'énergie atomique quand ça a été créé? Alors oui, je veux quand même dire tout de suite quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que à mon sens les armes atomiques, le danger nucléaire militaire est le plus grand danger qui menace actuellement l'humanité. Parce que ça peut effectivement éclater à tout moment, ça peut se produire y compris par accident. Ça a failli se produire plusieurs fois, par erreur d'évaluation aussi stratégique et autres. Et donc en cas d'explosion et en cas de début d'échange nucléaire, c'est une catastrophe mondiale. Hein. Et bien entendu, tous les autres problèmes que l'humanité rencontrerait dans ce cas-là, rencontre actuellement, comme le problème climatique, le problème alimentaire, etc., etc. Tous ces problèmes-là, ils seraient tragiquement réglés par une liquidation, un suicide collectif, quoi. Donc c'est pour ça que personnellement, depuis 27 ans, je me bats contre ce danger et pour l'élimination complète des armes nucléaires. Donc, pour revenir à ta question, oui, parce que si tu veux... Vas-y. Le CEA, le commissariat à l'énergie atomique a été créé par le général de Gaulle, qui était au gouvernement provisoire, vers la fin de 1945. Et de Gaulle avait été alerté sur la réalité de cette bombe avant même qu'elle existe par des chercheurs français qui s'étaient expatriés au Canada, notamment Goldschmidt, qui coopérait avec le programme de recherche, le Manhattan Project. Hein. Et donc, ils l'ont vu à l'occasion d'une conférence internationale à Ottawa, et qui lui ont expliqué ça. Et donc, quand il est revenu aux affaires, quand il est arrivé aux affaires après la guerre, eh bien, il a tout de suite créé, pour ainsi dire, presque tout de suite, le commissariat à l'énergie atomique, qui avait officiellement plutôt une option civile, hein, de recherche d'énergie, etc., mais qui en réalité mettait en priorité évidemment la recherche militaire. L'objectif depuis le début du commissariat à l'énergie atomique français, ça a été clairement de créer une bombe atomique. C'était ça dans l'esprit de Gaulle, mais ça l'a été aussi en fait dans l'esprit de ses successeurs. Et il ne faut pas perdre de vue que finalement celui qui a décidé vraiment de fabriquer cette bombe, de passer à l'acte, c'est pas de Gaulle, c'est Pierre Mendès France, avant de quitter le pouvoir.
Et De Gaulle, en fait, n'a fait que accélérer les choses une fois qu'il est arrivé au pouvoir en 58, quand il est revenu au pouvoir. Donc investir un maximum d'argent et de personnel dans la création de la bombe. Donc voilà, et en 13 février 1960, donc la première explosion française a eu lieu, qui a été surnommée le Cherboise Bleu, hein, voilà. Et puis ça a continué comme ça. Et donc, que dire du lien entre civil et militaire? D'abord, on peut dire que s'il n'y avait pas eu de militaire, il n'y aurait pas de civil, il n'y aurait pas de nucléaire civil. Que pour les 5 grandes puissances nucléaires qui sont aussi, mais c'est une simple coïncidence, si j'ose dire, qui sont aussi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Pour ces États-là, ils ont d'abord cherché à créer la bombe atomique et ensuite ils ont envisagé d'utiliser des retombées dans le domaine civil. Hein. Alors ensuite, il y a les autres États, les États clandestins, entre guillemets, donc Israël, l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, qui, eux, ont officiellement fait des recherches pour le civil d'abord, et puis qui ont évidemment détourné ces recherches vers le militaire, et donc le civil leur a servi en quelque sorte d'alibi. Hein. Alors, est-ce qu'on peut peut-être parler là donc il y a eu toute cette campagne là des atomes, l'atome pour la paix, hein, toute cette histoire on fait plus la promotion du nucléaire militaire, mais bien du nucléaire civil. On crée un traité de non-prolifération. Qui en même temps n'est pas appliqué. Enfin, puisqu'on continue à vendre, par exemple en France, nos centrales à l'Inde, qui n'a pas signé le traité. Donc on voit bien quand même que ça marche ensemble, mais que personne ne le dit, quoi. Oui. Et en fait, c'est toujours la motivation militaire qui prédomine, et même si elle est masquée chez nous, par exemple, le général Ayret l'a dit, il a toujours veillé, c'est un des concepteurs de la théorie de la dissuasion française, il avait toujours veillé à ce que le nucléaire civil et le nucléaire militaire marchent de pair, et on met en avant, si possible, le nucléaire civil, bien sûr. Et j'ai tendance à dire que le civil et le militaire sont comme cul et chemise entre eux. La chemise civile sert à cacher le fondement militaire. Hein. Donc, encore actuellement, je pense que partout, y compris en France, tant que les gens, les militaires ou les partisans de l'arme nucléaire tiennent le haut du pavé, ils ne lâcheront pas sur le civil, parce que c'est à la fois, c'est leur alibi, si on peut dire. Hein. Ouais. Et oui. Pour les autres États qui sont venus par la bande, une fois que le traité de non-prolifération était entré en vigueur, ceux-là, ils ont pris de prétexte. Alors c'est caractéristique de la Corée du Nord. Elle a même profité du traité de non-prolifération. Hein. Alors il faut dire pour vos auditeurs que le traité de non-prolifération nucléaire, c'est un traité qui a été mis au point et signé en 1968 par les États-Unis, la Russie, enfin l'Union soviétique et la Grande-Bretagne. Et puis c'est entré en vigueur en 1970, et ensuite progressivement un nombre croissant d'États sont venus signer ce TNP. Dans l'esprit de ces concepteurs, c'était l'idée d'empêcher les autres États de s'approprier la bombe. Donc c'était une façon de fermer la porte sur le club nucléaire. C'est pour ça que la France, la Chine par exemple, ne l'ont pas signé pendant très longtemps. La France l'a signé et ratifié en 1992, la Chine également. Donc de 68 ou de 70, disons, à 92, tu vois, il y a 22 ans de refus de signer parce que ça entravait la recherche militaire. Et puis, les autres ont presque tous les États ont accepté de signer, parce qu'en même temps, on leur promettait deux choses. On leur promettait d'une part que les États nucléaires renonceraient à leurs propres armes, c'est-à-dire qu'ils devaient négocier. C'est l'article 6 du TNP les oblige théoriquement à négocier l'élimination complète de leurs arsenaux.
Et d'autre part, on promettait aux États non nucléaires qui renonçaient à la bombe de leur fournir un maximum d'aide pour la recherche et le développement de l'énergie nucléaire civile. Hein. Donc, ils avaient intérêt effectivement à signer ça dans la mesure où ils ne cherchaient pas particulièrement à se procurer l'arme. Et par contre, 4 États n'ont pas signé pendant très longtemps ce TNP. Bon, c'est de l'Inde, le Pakistan, Israël bien sûr, et Cuba pendant un certain temps. Mais Cuba finalement s'est rallié à la signature au début des années 2000, tandis que la Corée du Nord, qui avait signé le traité, en est sortie après s'être procuré du plutonium à suffisance pour se fabriquer un certain nombre de bombes. Donc en fait, la Corée du Nord a profité du TNP pour s'approprier l'arme nucléaire. C'est un exemple de lien entre le civil et le militaire. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Alors bon, on voit que la France a bien traîné les pieds pour signer ce traité. Et alors, comme tu parlais de l'article numéro 6 là, qui oblige, qui engage les signataires à négocier pour arrêter la course aux armements nucléaires. J'ai relevé sur le site là, de ton association, tu cites le président Hollande en mars 2013 qui dit « Nous avons une arme nucléaire, on peut penser ce qu'on veut de cette arme nucléaire. Je sais qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui y sont hostiles. Moi, je leur dis, c'est notre garantie, c'est notre protection, il faut la conserver et même la moderniser. » Ça veut dire qu'on ne respecte pas cette clause, cet article 6 du TNP, nous, en France ? Non, bien sûr, on ne respecte pas, les autres non plus, il faut le dire, mais la France en particulier... La France est des 5 États nucléaires partis ou membres du TNP, elle est celle qui traîne le plus les pieds. Par exemple, elle n'a jamais dit une seule fois qu'elle était prête à renoncer à son arme nucléaire, alors que même Obama il l'a dit déjà pendant sa campagne électorale avant d'être élu pour la première fois, puis il l'a répété à Prague en avril 2009, et puis il l'a encore répété récemment à Moscou. Enfin bref, la Grande-Bretagne a la première parlé de l'élimination éventuelle des armements et a dit qu'elle était prête à en prendre la tête. C'était du temps de Gordon Brown. C'est même en Inde que Gordon Brown a fait cette révélation. Ensuite, la Grande-Bretagne est revenue un petit peu en arrière, notamment sous l'effet de Sarkozy, qui lui a fait signer un traité perpétuant en quelque sorte la collaboration, créant la collaboration franco-britannique sur la perpétuation des armes nucléaires. La Chine, tout récemment, j'étais à Genève en avril-mai de cette année-là pour le comité préparatoire à la prochaine conférence de révision du traité de non-prolifération, et l'ambassadeur de Chine est intervenu pour dire qu'ils souhaitaient vraiment ça, qu'ils n'étaient pas du tout opposés à l'armement, au désarmement nucléaire. Donc la France, par contre, tient une langue de bois permanente, c'est-à-dire qu'elle prétend qu'elle prend toute sa part dans le TNP, l'application du TNP, enfin le désarmement, les efforts de désarmement. Elle signifie qu'elle a, elle, beaucoup désarmé à titre individuel, de manière spontanée, mais en réalité, à chaque fois, chaque mesure qui a été prise était en fait une mesure conjoncturelle, une mesure opportuniste, motivée par des considérations financières, économiques, technologiques ou politiques. Et à chaque fois, elle a poursuivi cette volonté de conserver son arme nucléaire. Jamais on a entendu un chef d'État français dire « Moi, je suis prêt, effectivement, à renoncer à l'armement nucléaire et je demande qu'on réunisse une conférence de négociation d'abolition des armes nucléaires. » Jamais. Et Hollande, excuse-moi, mais François Hollande est presque pire que son prédécesseur, ses prédécesseurs. Oui.
il est, Est-ce qu'on oui. peut, est-ce qu'on peut faire une estimation macabre et dire à combien on peut évaluer ou estimer le nombre de morts par le nucléaire militaire entre les bombes, les essais, maintenant les bombes à uranium appauvri? Est-ce qu'il y a une estimation euh, Non, il n'y a pas d'estimation possible. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu plus de 2000 essais nucléaires depuis 1945. Environ 500, un peu plus de 500 des essais aériens, donc avec évidemment des retombées radioactives qui continuent pendant des décennies. Hein. Moi, j'ai encore en tête l'intervention du fameux professeur Pellerin en fin avril ou début mai, non, courant mai, disons, courant mai 86, donc après la catastrophe de Tchernobyl. Et un samedi, je crois que c'était sur France 1, TF1, il était interviewé par un journaliste un petit peu audacieux qui le pousse dans ses retranchements et qui lui dit mais tel jour, là en Corse, il y a eu non, en Provence, pardon, il y a eu une augmentation de la radioactivité, c'est pas dû au nuage de Tchernobyl, ça? Et Pellerin répond « Ah non, ça c'est Hiroshima, c'est la bombe d'Hiroshima. » Hein. Autrement dit, plus de 40 ans plus tard, il y a encore des retombées, des effets, ou en tout cas des effets des retombées d'Hiroshima. Parce qu'évidemment, la radioactivité, elle dure des années, des décennies, des centaines d'années, des millénaires, etc. Ça dépend des éléments. Hein. Oui, donc il y a ce qu'on appelle un bruit de fond là, qui a augmenté Voilà, de façon due à tous ces essais, etc. Bon, plus, mais on n'a pas trop le temps d'en parler, mais on te réinvitera parce qu'une demi-heure, ça passe très vite. Ouais. Mais effectivement, l'état désastreux dans lequel on a laissé, en particulier la Polynésie, et bon, ça, on en reparlera peut-être. Alors, on va conclure, malheureusement. Bon, on était dans l'histoire on voit bien que c'est lié au pouvoir, à la toute-puissance. Bon, moi, j'ai toujours pas compris comment un être humain peut appuyer sur le bouton rouge ou larguer des bombes. Mais enfin, est-ce que un désarmement, c'est une utopie ou est-ce qu'il y a des pistes pour y arriver? Un désarmement, alors je sais pas, unilatéral, multilatéral, je sais pas Oui. comment. Alors, bien entendu que c'est pas seulement possible, c'est nécessaire, c'est indispensable. Alors, est-ce que c'est utopique? D'un certain point de vue, on peut penser que oui, mais à mon avis, ce qui est encore plus utopique, c'est de s'imaginer qu'on peut rester dans la situation actuelle sans qu'un jour ou l'autre, ça ne finisse pas par exploser. C'est pas pensable, ça. Et d'ailleurs, même des faucons. Même des faucons de la guerre froide comme les noms m'échappent là à l'instant, mais les Américains, bon bref, sont partisans maintenant d'éliminer toutes les armes nucléaires parce qu'ils ont compris que le fait d'en garder, ça incite à la prolifération et que la prolifération un jour ou l'autre, elle se traduira par une catastrophe, quoi. Donc c'est une nécessité. Est-ce que c'est possible? Oui, à condition de le vouloir, à condition que les dirigeants le veuillent vraiment. Et justement, en France, ils ne le veulent pas. Quelle que soit leur couleur politique, on peut constater qu'ils ne le veulent pas. Alors, quelle est la solution? Eh bien, c'est de leur forcer la main, de leur imposer ce choix. Et il y a un instrument politique possible, c'est le référendum. Le référendum qui est la source, une des deux sources de la légitimité actuelle. Bon, alors le président de la République, ok, il a été élu et il avait, Hollande, c'était son 60e engagement, il avait annoncé qu'il conserverait les deux composantes actuelles de la force de frappe française, c'est-à-dire les sous-marins et les bombardiers. Donc ça fait partie de ses engagements et il peut arguer de ce fait pour dire mais moi je suis légitime, enfin ma politique est légitime. Sauf que Sarkozy dans le même temps avait exactement le même engagement. Donc les Français en 2012 n'ont eu aucun choix.
ils n'ont pas eu le choix de choisir une autre politique. Il faut donc les interroger sur cette question. Et là, moi, je suis relativement optimiste parce qu'il y a eu 2 sondages, un en 2008 organisé par Global Zero sur le plan mondial dans 21 pays, dont la France, et qui donnait comme résultat qu'au moins 76% dans le monde entier, dans ces 21 pays-là, en moyenne, de la population était pour l'élimination complète des armes nucléaires, y compris dans les États qui ont des armes nucléaires. Et pour ce qui est de la France, c'était 86%, dont 58% très favorables. Et il y a eu un deuxième sondage en 2012, l'année dernière, organisé par le Mouvement de la Paix et Témoignages chrétiens et réalisé par l'IFOP. Et le résultat, c'est 81% des gens qui sont favorables à ça. Donc, tu remarques que c'est une question de bon sens. Enfin, la réponse, elle est évidente. On sera beaucoup mieux dans un monde sans armes nucléaires que dans un monde qui en a. Je crois que ça, on peut peut-être conclure là-dessus. Je crois que après sur l'histoire du référendum, enfin tu connais ma position, mais on pourra en rediscuter une autre fois. Voilà. Écoute, en tout cas ça a été très très informatif. Je te remercie. On pourrait faire des heures là-dessus et on refera des émissions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vous conseille. J'ai une suggestion à te faire à propos du référendum. Là, il y aura un débat contradictoire entre Jean-Marie Muller et moi le 23 août, je crois. C'est le vendredi 23 août vers 16h ou 16h30 à l'université de Marseille. Comment il s'appelle Saint-Charles. Saint-Charles, voilà. Donc là où se tient les journées d'été d'Europe Écologie Les Verts, il y a ce débat. Pas de pub pour Europe Écologie Les Verts, pas de pub. Oui, écoute, je sais pas de la pub, c'est une information. Oui. Je te parle simplement du débat en question. Jean-Marie Muller est partisan de demander le désarmement unilatéral de la France et moi que la France participe au désarmement multilatéral, non pas parce que je croirais plutôt plus que lui à la force de frappe et son intérêt stratégique, défensif, etc., mais parce que l'important c'est de forcer la main avec à nos dirigeants et que malheureusement si on pose la question actuellement aux Français, ils sont OK pour une élimination complète et une participation de la France, mais ils ne le seraient pas pour un désarmement unilatéral, semble-t-il. Écoute, on a pris bonne note. Voilà. De toute façon, je vous conseille tous d'aller consulter je conseille à tout le monde d'aller consulter ton site. Donc c'est ACDN, Action des citoyens pour le désarmement nucléaire. Vous trouverez ça sur tous vos moteurs de recherche. C'est très très complet. Et voilà. Et de notre côté, bien vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur Radio Galère, donc la demi-heure radioactive, sur notre blog collectifantinucléaire.wordpress.com et nous contacter sur notre adresse mail collectif-antinucléaire13 @orange.fr. Écoute, Jean-Marie, merci beaucoup pour ton intervention et puis on refera une émission. Voilà. D'accord, volontiers. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir Isabelle, merci. Au revoir, à bientôt. Et bonjour à tous tes auditeurs. Voilà, et merci à Sidi à la technique. Oui, également. Au revoir. Au revoir.